Très bien, j'ai bien compris. Votre collègue m'a fait, m'a fait l'observation par rapport à la connexion. Donc, on va attendre 2 minutes et on va recommencer la session. Voilà, très bien. Donc je vois, donc il n'y a pas encore une autre personne qui essaie de se connecter, donc c'est bon. On va essayer de continuer. Donc, je serai obligé de répéter par rapport à ce que je viens de dire, ce qu'on a commencé à dire. Donc, je disais on va commencer l'exercice de fiche d'arrêt. Donc, je vais essayer de répéter, mais il faut de répéter d'une manière rapide. Et ce que j'ai dit, c'est quelque chose de très important. Donc, on ne pourra pas, si vous ne pouvez pas comprendre un arrêt, vous ne pouvez pas faire un arrêt si, dès le départ, les choses ce que je viens d'expliquer, si vous ne comprenez pas ça. Donc, on a dit que on parle d'une décision de justice. Donc, chaque étudiant qui fait du droit doit être capable de lire et de comprendre une décision de justice. La décision de justice, donc, c'est l'application des règles de droit que vous avez vues, que vous avez étudiées. La décision de justice, c'est en fonction de degré de juridiction. Donc, normalement, lorsqu'on saisit la justice, on est dans le premier degré. En premier degré, c'est le tribunal de grande instance. La décision que nous donne la juridiction de premier degré, on appelle ça un jugement. Donc, le jugement est donné par le tribunal. Ce jugement, suite à la demande, donc dans ce jugement, on a le demandeur et on a le défendeur. La décision soit demande acceptée, soit demande rejetée. Donc, ensuite, la personne qui n'est pas satisfaite de la décision peut interjeter appel. On dit la personne, elle va interjeter appel, c'est-à-dire elle va porter l'affaire devant la cour d'appel. Et la décision que nous donne la cour d'appel, on appelle ça un arrêt. Donc la décision que nous donne le tribunal en premier degré, on appelle ça un jugement. La décision en appel que nous donne la cour d'appel, c'est un arrêt. Et la juridiction, on appelle ça la cour d'appel. Ce n'est pas le tribunal d'appel. Le tribunal, c'est en premier degré. Ça, c'est la cour d'appel. Donc, on interjette appel, c'est-à-dire on va à l'appel. Et la décision que nous donne la cour d'appel, c'est un arrêt. Cet arrêt peut être de deux natures. Soit c'est un arrêt confirmatif,
soit c'est un arrêt le contraire de confirmatif, infirmatif. Confirmatif, c'est-à-dire que la cour d'appel confirme la décision du tribunal. C'est un arrêt infirmatif, c'est-à-dire elle rejette cette décision, elle la modifie, elle l'infirme. Donc, soit je dirais un arrêt confirmatif, la cour d'appel en quelque sorte va dans le même sens que le tribunal, soit c'est infirmatif, la cour d'appel n'est pas d'accord avec l'interprétation du tribunal et elle modifie la décision. Donc, ces points sont importants. Lorsque vous aurez un arrêt, vous allez voir que selon un arrêt confirmatif, lorsque vous lisez un arrêt confirmatif, vous devez comprendre que la cour d'appel, elle était d'accord avec le tribunal en premier degré. Donc là, tribunal, la cour d'appel, soit c'est un arrêt infirmatif, soit c'est un arrêt confirmatif. Après l'arrêt de la cour d'appel, on peut aller à la cour de cassation. La cour de cassation en arabe, mahkamat al-naqd. Au Maroc, ou dans chaque pays, on a une seule cour de cassation. Donc c'est la cour de cassation qui statue. On ne va pas automatiquement, il y a certaines conditions pour aller à la cour de cassation. Vous allez voir ça lorsque vous allez étudier l'organisation juridictionnelle, vous allez étudier la procédure civile. La cour de cassation, ce n'est pas un troisième degré de juridiction, parce qu'elle statue uniquement en matière de droit. Elle ne regarde pas les faits, elle applique uniquement des questions par rapport à l'interprétation de la règle de droit. Si elle dit que le juge elle a très bien appliqué la règle de droit et elle a bien justifié cette règle ou non. Donc, lorsqu'on va de la cour d'appel à la cour de cassation, on dit on se pourvoit en cassation. La partie va se pourvoir en cassation ou elle va former un pourvoi en cassation. Donc, lorsqu'elle forme un pourvoi en cassation, on est devant la cour de cassation. La décision de la cour de cassation, c'est de deux types. Soit une décision de rejet, soit un arrêt de rejet. On dit que la cour de cassation rejette, soit un arrêt de cassation. On dit que la cour de cassation casse. Et ça, vous allez trouver à la fin, vous allez trouver la cour de cassation, selon ses motifs, elle casse et annule. Soit elle rejette. Si elle rejette, qu'est-ce qu'elle rejette? Elle rejette de la personne demanderesse en cassation. Le demandeur en cassation, elle va rejeter sa demande. Lorsque la cour de cassation rejette, c'est-à-dire qu'elle va dans le même sens que la cour d'appel. Lorsque la cour de cassation casse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va casser? Elle casse la décision de la cour d'appel. Si on a un arrêt de cassation, je vais automatiquement comprendre que la cour de cassation n'est pas d'accord avec la cour d'appel. Si j'ai un arrêt de rejet, donc je vais comprendre qu'en quelque sorte, la cour de cassation est d'accord avec la cour d'appel. Et elle a rejeté la demande en cassation, c'est-à-dire la personne qui est partie en cassation, le demandeur, il a perdu. Et si elle casse, le demandeur a gagné. Donc, lorsque la cour de cassation casse la décision de la cour d'appel, puisque ce n'est pas un degré de juridiction, donc ce n'est pas elle qui va statuer, ce n'est pas elle qui va dire Monsieur X, il doit faire telle chose, ou elle va donner la solution. Non, la cour de cassation, elle renvoie l'affaire encore devant la cour d'appel. Elle casse la décision, elle dit à la cour d'appel, vous n'avez pas très bien appliqué la loi, je vous renvoie l'affaire pour statuer à nouveau. Donc, on renvoie la décision devant la cour d'appel, on dit une cour d'appel autrement constituée, c'est-à-dire constituée par des juges différents par rapport aux juges qui ont statué la première fois, et ces juges vont statuer encore par rapport à cette décision. Est-ce que vous avez compris les étapes normalement de la justice? Premier degré, cour d'appel, la cour de cassation. Normalement, nous, ce qu'on va voir des arrêts de la cour de cassation. Un arrêt de la cour de cassation relatif à une question de la responsabilité civile. Donc, vous avez un arrêt de la Cour de cassation relatif à la question de la responsabilité civile. Il faut comprendre l'ensemble de ces éléments pour comprendre l'application de cette règle. On a appliqué une règle, on a une difficulté par rapport à une règle, on va essayer de l'appliquer. Donc, voilà, par rapport aux personnes qui n'étaient pas normalement là par rapport lorsqu'on a commencé, là, tout ce qu'on vient de dire là d'une manière théorique, on va le voir d'une manière pratique. Dans l'exemple,
que je viens de vous donner, l'exemple que normalement vous l'avez travaillé à la maison. Donc cet exemple de cet arrêt, c'est un arrêt de la Cour de cassation. C'est un arrêt qui concerne la question de la responsabilité civile et plus exactement la question de la responsabilité civile contractuelle. Donc, on vient de rappeler par rapport à vos collègues qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité civile contractuelle et on a vu les conditions de la responsabilité civile contractuelle. Quelles sont ces conditions que vos collègues nous ont rappelées? Donc, on a dit que ces trois conditions, c'est le fait générateur ou la faute, c'est un manquement contractuel, une mauvaise exécution de contrat, non-exécution de contrat. Un dommage, ça dommage normalement dans les contrats, souvent c'est un dommage matériel, ça peut être aussi un dommage moral, mais dans la plupart du cas, dans la question de responsabilité contractuelle, c'est un dommage matériel et un lien de causalité. Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, c'est-à-dire que c'est par l'effet de ce manquement contractuel que la victime a subi un dommage. Donc, c'est un lien de fait à cause. Ces trois conditions pour engager la responsabilité civile contractuelle. Sauf que on a des cas de ce qu'on appelle l'exonération de la responsabilité contractuelle. À partir de quel moment le débiteur peut être exonéré? Exonéré, c'est-à-dire on ne peut pas engager sa responsabilité. Qui peut répondre à cette question? Allez-y, Chris Axel. On a dit dans le cas de force majeure et le cas de fortuit, les cas fortuits et force majeure. Très bien, la réponse est correcte. Donc, ces cas-là, on les appelle des cas de rupture de lien de causalité. Donc, ces cas-là vont conduire à exonérer le débiteur de sa responsabilité. En quel cas? C'est un cas de force majeure ou un cas de fortuit. Fortuit, c'est un cas qui arrive forfaitairement et on a dit que c'est presque les mêmes choses. Donc, la force majeure et le cas fortuit. Si on a un événement de force majeure, donc le débiteur peut être exonéré de sa responsabilité. Ça veut dire quoi, exonéré de sa responsabilité? C'est-à-dire qu'il ne sera pas obligé de réparer le dommage causé s'il s'agit d'un cas de force majeure. Qui peut nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une force majeure? C'est quoi la force majeure? Allez-y, Christian. Mais j'en ai dit, le cas de force majeure est une circonstance exceptionnelle qui est imprévisible et irrésistible et dont les parties ne pourraient pas s'y attendre lors de la conclusion du contrat. Très bien, donc, et extérieur. Donc, la force majeure, c'est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Donc, imprévisible, c'est-à-dire on ne peut pas le prévenir. À partir de quel moment on ne peut pas le prévenir? Lors de la conclusion du contrat. Lorsqu'on a signé le contrat, on ne pourrait pas prévenir que cet événement va arriver. Une catastrophe naturelle, par exemple, ou quelque chose, ou un événement, on dit c'est imprévisible. Imprévisible lors de l'exécution du contrat. Lors de la conclusion du contrat. Lorsqu'on a signé le contrat, c'est difficile ou c'est presque impossible de prévenir l'assurance de cet événement. Irrésistible lors de l'exécution du contrat. Lorsque la partie était en train d'exécuter ce contrat, l'événement est arrivé au point de rendre l'exécution du contrat impossible. C'est ça ce qu'on veut dire par irrésistible. Enfin, troisième élément de la force majeure, extérieure. C'est-à-dire extérieur de la volonté du débiteur. Ça ne dépend pas de sa volonté. L'événement est extérieur de sa volonté. Si on a ces trois éléments, donc c'est un cas de force majeure, et le cas de force majeure va conduire à exonérer une partie va exonérer la partie de remplir ses obligations et par conséquent, donc il va être exonéré de réparer même si un dommage a été causé.
Très bien. Donc, ça, c'est un rappel des règles qu'on a vues sur la responsabilité civile. À présent, ces règles qu'on vient de voir sur la responsabilité civile contractuelle, on va les appliquer à ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, dans cette affaire, pareil, on a une affaire entre deux personnes. Après, on a un problème juridique. Et après, chaque partie demande, chaque partie essaye d'avoir raison. Et le juge va regarder, il va statuer. Dans cette affaire, pareil, on avait le premier degré, on avait le tribunal, après la cour d'appel, et on est arrivé à la cour de cassation. Cet arrêt qu'on a, c'est un arrêt de la cour de cassation. C'est un arrêt du droit français, parce que les arrêts du droit marocain, c'est des arrêts en arabe, c'est un peu plus long. On travaille sur des arrêts de la cour de cassation en France, c'est plus facile. Cela n'empêche que pour les étudiants arabophones, vous pouvez essayer de chercher et de trouver des arrêts de la cour de cassation au Maroc. Vous pouvez les trouver sur Internet ou même à la bibliothèque ou même dans des livres sur la responsabilité civile. Vous allez trouver plein d'articles normalement en domaine d'assurance, en domaine de responsabilité civile contractuelle. Donc, qui peut nous rappeler l'effet de cette situation? Il s'agit de quoi? Dans cette affaire, c'est qui les parties? Allez-y. Dans ce cas, monsieur, on a deux parties anonymes Otik Fischer Porté et la société EDF Électricité de France. Très bien. On a donc deux parties. Quelle est la nature des rapports entre ces deux parties? Donc, il y avait une responsabilité contractuelle, il y avait un contrat. Donc, la nature des rapports, c'est un contrat. Oui. Entre ces deux parties, entre la société Otik Fischer et la société EDF, il y avait un contrat. Oui. Donc, elle portait quoi, sur quoi ce contrat-là? Donc, c'est un contrat d'abonnement souscrit auprès d'Électricité de France. C'est pour la fourniture d'énergie. Très bien, donc c'est ça. Donc, tout simplement, un contrat entre une société et EDF. Donc, on va prendre, c'est la société qui est responsable de la distribution de la fourniture d'électricité. Par exemple, au Maroc, à la région de Casablanca, on va dire l'EDEC. Donc, c'est un contrat entre la société et les deux pour la fourniture de l'électricité. Dans le cadre de ce contrat, il y avait un problème. Quel était ce problème? Oui, c'est ça. Donc, le problème qu'il y a dans ce contrat, c'est un problème causé par des coupures du courant qui est pratiqué en décembre de 1977. Donc, ce sont des coupures d'électricité. Donc, c'est des coupures pratiquées en décembre 1977 au cours d'un mouvement revendicatif de son personnel. Mouvement revendicatif, c'est-à-dire la greffe. Il y avait une greffe de la société EDF. Cette greffe a conduit à la coupure de l'électricité de la société. Donc, cette société elle estime qu'elle a subi un dommage à cause de la coupure de l'électricité. Donc, elle subit un dommage à cause de la coupure d'électricité. Il se peut que, par exemple, cette société avait besoin d'électricité, des machines à travailler, ou elle avait des produits de congélation, etc. Et par la coupure, elle a subi un dommage. Quelle est la nature de ce dommage? C'est un dommage matériel normalement. Donc, le dommage matériel, c'est manque de gain ou une perte effective, perte de l'argent. Donc, en raison des règles de la responsabilité contractuelle, la société Otik Fischer a demandé réparation. Donc, va partir pour demander réparation.
quelles règles elle va utiliser? Elle va utiliser les règles de la responsabilité contractuelle. Quand on va engager les règles de la responsabilité contractuelle, on va voir les trois conditions. On va voir une faute. Est-ce qu'il y a une faute ou un manquement contractuel? Est-ce qu'il y a un dommage? Est-ce qu'il y a un lien de causalité? Est-ce qu'il y a une possibilité d'exonérer la responsabilité ou non? Donc, on va vérifier ces trois éléments qu'on a déjà étudiés, pour avoir la solution et pour bien comprendre l'ensemble. Donc, commençons donc par la lecture de cet arrêt. Après la lecture, on va essayer de le comprendre. Qui peut lire cet arrêt? La page qui s'affiche devant vous. Donc, premièrement, Fatim Zahra Nafi, allez-y, on vous écoute. Allez-y, Fatima Zahra, on vous écoute. On n'entend rien, il faut activer votre micro. Donc, mademoiselle, vous activez votre micro et après, vous pouvez prendre la parole. On n'entend rien, madame. On n'entend rien, pardon, mademoiselle. On n'entend rien. Moi, j'entends rien. Sheima, allez-y. Sur le moyen unique attendu selon les énonciations des juges du fond, que la société anonyme Otik Fischer Porter, titulaire depuis le 31 janvier 1968 d'un contrat d'abonnement souscrit au prix d'électricité de France EDF pour la fourniture d'énergie électrique, a assigné en juin 1978 l'établissement public en réparation du préjudice que lui avaient causé des coupures de courant pratiquées en décembre 1977 au cours de mouvements revendicatifs de son personnel. Donc, la première chose qu'on doit comprendre, la première, c'est sur le moyen unique. Qu'est-ce qu'on veut dire par le moyen unique? Le moyen, c'est l'argument juridique utilisé par le demandeur. Donc, on appelle ça le moyen. En arabe, al-wasila. Lorsque vous allez lire un arrêt en arabe, vous allez trouver al-wasila. Donc, c'est le moyen. Donc, sur le moyen unique, c'est-à-dire la cour de cassation, elle va statuer sur l'argument utilisé par le demandeur en cassation. Attendu selon les énonciations du juge de fond. Qui est le juge de fond? Lorsqu'on dit le juge de fond, c'est lui qui statue en juge de fond. C'est soit le tribunal, soit la cour d'appel. On appelle ça le juge de fond. La cour de cassation, on appelle ça le juge de droit. Donc, lorsque vous voyez des juges de fond, ça peut être le tribunal, ça peut être la cour d'appel. Donc, on a deux parties. On a la société Otik Fischer, titulaire d'un contrat. On dit que c'est le cadre d'un contrat d'abonnement, souscrit dans ce cadre-là. C'est la société Fischer qui a subi un dommage. Donc, titulaire depuis telle date d'un contrat auprès de la société pour la fourniture, a assigné en juin. Assigné, c'est-à-dire, elle a fait une demande en justice. Donc, on dit, on va assigner quelqu'un en justice. Donc, cette partie, est-ce qu'elle est comprise? Donc, on va passer à la deuxième partie de l'arrêt. Donc, le but, c'est essayer d'expliquer cet arrêt. Après, on va voir les étapes de fiche d'arrêt. Donc, il faut que vous notez ces explications parce que c'est des explications que vous avez utilisées pour répondre à l'arrêt, pour faire l'exercice de fiche d'arrêt. Mademoiselle Sheina, vous pouvez continuer la lecture? Oui, monsieur. Attendu que la société Otik Fischer Porter
reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il existait en l'espèce un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Alors, selon le Un pourvoi, instant. que le débit... Merci. Juste un instant. D'accord. Donc, merci. On disait que, attendu ce que la société portait, reproche à l'arrêt confirmatif. Ça vous rappelle quelque chose? On vient de dire qu'un arrêt de la Cour d'appel, ça peut être de deux types. C'est soit un arrêt confirmatif, soit un arrêt affirmatif. Si je trouve un arrêt confirmatif, qu'est-ce que je dois comprendre? Un arrêt confirmatif. Oui, Chris. Mais je savais dire que la Cour d'appel a statué en faveur de l'autre société, du défendeur. Non. Très proche, mais pas exact. Allez-y, Oussara. On peut dire que la Cour de cassation, la décision de la Cour de cassation, c'est un rejet. Il a rejeté la demande en cassation. Non. Arrêt confirmatif. Oui, c'est-à-dire qu'elle a rejeté la décision du demandeur. Très bien. Donc, arrêt confirmatif, tout simplement, c'est-à-dire que la Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal. Donc, voilà, la Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal, c'est-à-dire que la Cour d'appel, elle va dans le même sens du tribunal. Donc, on sait celui qui a le demandeur qui a agi en premier. Donc, on sait qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, elle confirme la décision. Voilà, donc, elle confirme sa décision. Donc, un arrêt confirmatif, c'est-à-dire que la Cour d'appel a confirmé le tribunal, la décision du tribunal, d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il existait en l'espèce un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Pourquoi la Cour d'appel a confirmé la décision de la Cour d'appel? Non, pardon. La Cour d'appel, pourquoi elle a confirmé la décision du tribunal? Elle l'a confirmé parce qu'elle dit aussi il y a un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Et on a dit lorsqu'on a le cas de force majeure, donc il n'y a pas de responsabilité contractuelle, c'est-à-dire que le débiteur peut être libéré, il ne se trouve pas dans l'obligation de réparer le dommage. Vous pouvez continuer, mademoiselle? Alors, selon le pourvoi, que le débiteur n'est dispensé de remplir son obligation que lorsque l'événement invoqué était imprévisible lors de la formation du contrat. Que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi EDF s'était trouvé dans l'impossibilité, lors de la conclusion du contrat de 1968, de prévoir des interruptions de travail entraînant des coupures de courant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Très bien. Donc là, on est à la Cour de cassation. Donc pour suivre les étapes, étape par étape. C'est qui le demandeur? C'est qui la première personne qui partit en justice en premier degré? Oui, ça. C'est la société Otik Fischer Porter. Donc c'est le demandeur, la société Fischer. C'est le demandeur. Très bien, donc c'est la société éthique. Qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande réparation. Quelle était la défense ou le moyen de défense de la société EDF? Ou quelle était la décision du tribunal? Oui, Ousmane Abari. Son moyen, c'était... il dit que la Cour d'appel n'a pas statué conformément à la règle des droits. Donc, très bien. Donc, juste pour le tribunal. Pour le tribunal a refusé la demande de la société Otik. Donc, la société a demandé réparation. Le tribunal a refusé sa demande de réparation. Et la Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal. Donc, on va arriver à l'Issadawi, on va arriver à l'événement. Donc, c'est Fatim Zahra, c'est bien d'écrire en arabe, c'est mieux de parler en français.
Donc, on disait que la Cour d'appel a confirmé la décision de la Cour d'appel. C'était quoi cette décision? C'est refuser de donner réparation à la société. Donc, tout à fait. Donc, c'était ça la décision. Donc, c'est qui le demandeur en cassation? Celui qui partit en cassation. C'est la société. Donc, la société, Otchik, on ne lui a pas donné raison en premier degré et on ne lui a pas donné raison à la Cour d'appel. Donc, elle est partie devant la Cour de cassation. Donc, elle est partie pour demander réparation. Lorsqu'on va devant la Cour de cassation, on vient avec des moyens. C'est-à-dire, le moyen, on a dit, c'est l'argument de pourvoi, l'argument qu'utilise la société Otchik pour dire à la Cour de cassation que la Cour d'appel n'a pas très bien appliqué la règle et qu'elle demande que la cassation de la décision de la Cour d'appel. Qui souhaite parler? Osman Bari. Donc, très bien, on est à ce stade-là. Donc, on est dans le stade où le demandeur en cassation, celui qui est parti en cassation, la société Otchik, est parti à la Cour de cassation avec un moyen, c'est-à-dire l'argument. Quel était l'argument de la société Otchik? Donc, cet argument, on va la trouver dans l'expression selon le pourvoi. Donc, selon le pourvoi, voilà le pourvoi, l'argument qu'on va utiliser à ce moment-là. Donc, c'est la société Otchik qui est en train de parler. Elle nous dit que le débiteur n'est dispensé de remplir son obligation que lorsque l'événement invoqué était imprévisible lors de la formation du contrat. Que dès lors qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser en quoi EDF s'était trouvé dans l'impossibilité lors de la conclusion du contrat de prévoir les interruptions de travail entraînant des coupures de courant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Donc, le demandeur, la société, elle reproche à la Cour d'appel de ne pas justifier légalement sa décision. Pourquoi? Parce que la Cour d'appel, lorsqu'elle statue, elle ne nous a pas dit pourquoi, au moment de la conclusion du contrat, c'était impossible pour la société EDF de prévoir les interruptions, de prévoir qu'il y aura une grève. Donc là, on a dit que la Cour d'appel, elle a dit que c'est un cas de force majeure. C'est un cas de force majeure, pourquoi? Parce que c'était imprévisible. On ne pourrait pas prévoir qu'il y aurait un mouvement de grève qui vont conduire à la coupure de l'électricité. Donc la société elle lui dit non. Au moment de la conclusion du contrat, vous pouvez prévoir. Vous pouvez savoir qu'un jour ou un autre, vous aurez de la grève. Ici, il y a de la grève, il n'y aura pas de coupure, donc moi, je vais subir un dommage. Donc, l'événement, ce n'était pas imprévisible. Donc, la question qui s'est posée, c'est sur le caractère imprévisible. Est-ce que cet événement, c'est vraiment imprévisible ou non? Donc, la société disait non, ce n'était pas imprévisible, et le DF disait oui. Comment la Cour de cassation, elle va statuer? Donc, on va continuer la lecture de paragraphe 3e pour comprendre d'une manière générale. Donc, qui était en train de lire, mademoiselle Sheima, vous pouvez continuer de lire, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Mais attendu que... elle commence par « mais attendez que ». Lorsque on est dans un débat, on essaye de discuter un argument. Lorsque votre collègue, par exemple, commence à parler, et vous lui répondre, vous lui dire non, vous avez tort, donc vous commencez par mais. Vous avez dit quelque chose, mais. La mais, elle exprime la contradiction. Donc la Cour d'appel, la Cour de cassation, elle a dit que voilà ce que dit la société Fischer, mais. Donc, dit comment, à partir du moment qu'on va lire mais, donc on va comprendre qu'elle va exprimer la contradiction. C'est quoi la question de... Donc, on va continuer après, vous posez votre question, mademoiselle Amel Bouzé. Donc, vous pouvez continuer, mademoiselle, s'il vous plaît.
Mais attendu que, recherchant par l'examen des circonstances de la cause, si l'événement invoqué par EDF était imprévisible, la Cour d'appel a retenu que le mouvement revendicatif qui avait rendu nécessaires les interruptions de courant intervenues dans l'entreprise en décembre 1977 avait été décidé par les organisations syndicales et par la majorité des employés en raison de nouvelles et récentes directives gouvernementales en matière de salaire. Qu'elle en a conclu que la cause de ces interruptions de travail était imprévisible, évidemment lors de la conclusion du contrat le 31 janvier 1968, qu'elle a ainsi justifié sa décision sur ce point, que le moyen n'est donc pas fondé. Donc, très bien. Donc, là, vous voyez que la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond aux demandes de rencassation. Elle répond à la société Fischer. La société Fischer, elle lui a dit au départ que la Cour d'appel n'a pas très justifié son arrêt, qu'elle n'a pas, sa décision n'est pas fondée. Donc, à la fin, on trouve que la Cour de cassation nous dit que ainsi justifier sa décision sur ce point. Et elle nous dit que le moyen n'est pas fondé. Les moyens, c'est-à-dire l'argument avancé, n'est pas fondé. Donc, elle lui répond. Elle lui répond sur quel point? Elle répond sur ce point de imprévisibilité. Donc, la question de droit, ou le point qui pose des questions et qui pose des difficultés, c'est le caractère prévisible ou imprévisible d'un événement. On a dit qu'on peut être exonéré du contrat en cas de force majeure. La force majeure est caractérisée par un événement imprévisible. Donc, la question qui se posait, c'est est-ce que la grève conduite par les salariés qui a conduit à la coupure de l'électricité, est-ce que c'est un événement prévisible ou imprévisible? La société EDF, elle nous dit c'est imprévisible, donc c'est force majeure, c'est un cas de force majeure, je suis exonéré, je ne dois pas payer la réparation. La société nous dit non, c'est prévisible. Lors de la conclusion du contrat, la société EDF, elle pourrait prévenir qu'un jour, au lendemain, ces salariés pourront faire grève. Donc, c'est prévisible, donc ce n'est pas force majeure, donc je dois obtenir réparation. Donc, vous comprenez que sur ce point-là, qu'il y avait une difficulté. Donc, et en quoi la Cour de cassation, elle nous répond? La Cour de cassation, elle répond sur un point. Pourquoi la Cour de cassation, elle dit que c'est un événement qui était imprévisible? Donc, la Cour de cassation, elle dit effectivement, c'est un événement de force majeure, c'est imprévisible. Pourquoi c'est imprévisible pour la Cour de cassation? À partir de la lecture de cette phrase. Oui, Osman Barry. C'était imprévu à mesure où la société EDF ne pouvait pas prévoir cette situation, et d'autant plus qu'elle est provoquée par des mesures gouvernementales. Le personnel de EDF a passé. Donc, j'essaie de lire, c'est imprévisible parce que l'employeur ne pourrait jamais connaître les intentions des salariés de faire grève. Donc, ce n'est pas exactement. C'est imprévisible sur un point relevé dans ce paragraphe. Oui, Axel. Monsieur, elle est imprévisible plutôt plus qu'elle n'avait pas été décidée par la société elle-même. Elle a été décidée par les organisations Non, syndicales. non. Non, et pourquoi c'était imprévisible? Mais c'est parce qu'elle était extérieure à la volonté de la société EDF. Directive Samira Abekli. Donc là, j'ai une réponse de Samira Abekli qui me dit, même si elle n'a pas très bien, mais c'est une partie de la réponse. Donc, elle était imprévisible parce que la grève, c'était suite à des directives gouvernementales. Pourquoi les salariés ont fait grève? On fait grève parce que le gouvernement a fait une nouvelle loi ou des directives pour certaines questions relatives au salaire. Et c'est à cause de ces directives du gouvernement en matière de salaire que les salariés ont fait grève. Donc, on nous dit que la société EDF ne pourrait pas savoir que le gouvernement va édicter de nouvelles directives ou de nouvelles lois. Donc, c'est imprévisible. Et ça ressemble, c'est plus logique et c'est plus compréhensible.
Donc, est-ce que là, vous avez compris le sens pourquoi on a dit que c'est imprévisible, ou la Cour d'appel, elle a dit que c'est imprévisible? Imprévisible, on ne pourrait pas prévoir. Donc, lorsqu'on a signé le contrat, la société EDF ne pourrait pas prévoir que le gouvernement va prendre des mesures ou des directives, et ces mesures ou directives vont conduire les syndicats à faire grève. Donc, c'était imprévisible. Les grèves des salariés a conduit à la coupure de l'électricité. La coupure de l'électricité a conduit à un dommage. Donc, la société a subi un dommage à laquelle elle demande réparation. Donc, voilà le contexte général de cet arrêt. Donc, cet arrêt, là, lorsque vous l'avez étudié, on a essayé de le comprendre. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un moyen, qu'est-ce que c'est qu'un arrêt confirmatif. Et donc, et là, à la fin, la décision qu'on a à la fin, c'est qu'est-ce que la Cour de cassation, elle nous dit, par ces motifs, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Donc, elle rejette, lorsque la Cour de cassation rejette, c'est-à-dire qu'elle va dans le même sens de la décision de la Cour d'appel. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas raison à la personne qui se pourvoit en cassation. La personne qui se pourvoit en cassation, on l'appelle le demandeur en cassation. Et après, on a le défendeur. Donc, le demandeur en cassation, c'était la société. Et le défendeur, c'était la société EDF. Donc là, j'arrive à résumer de l'exercice de fiche d'arrêt. Lorsque je vais faire une fiche d'arrêt, la première chose avec laquelle je commence, c'est les faits. Je fais un rappel des faits. De quoi il s'agit? Donc, premièrement, je vais écrire faits. Les faits. Un contrat d'électricité conclu entre la société Fischer et la société EDF, en vertu duquel ce contrat, ou en vertu duquel la société EDF s'engage à fournir de l'électricité à la société Fischer. Donc voilà les faits. Après les faits, on a la procédure. La procédure, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé en premier degré, qu'est-ce qui est arrivé en appel, et après on est arrivé à la Cour de cassation. La procédure qu'on a, la société Fischer en premier degré, elle a assigné la société EDF. Le tribunal a donné raison à la société EDF. Ensuite, la société Fischer a interjeté appel. La Cour d'appel a aussi donné raison à la société EDF. Donc voilà les faits. Donc ensuite, on a les faits, la procédure, les arguments des parties. Les arguments des parties, donc chaque partie, ce qu'elle demande. Le demandeur, la société Fischer, elle demande un arrêt de cassation. Et la société EDF, elle demande un arrêt de rejet. Pour demander un arrêt de cassation, elle a des arguments. C'est quoi l'argument qu'elle a affiché? On vient de voir. L'argument, c'est que il ne s'agit pas d'un cas de force majeure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la condition de la prévisibilité. Pourquoi? Parce que la société EDF, elle pouvait connaître ou elle pouvait prévoir les mouvements de grève. Voilà les arguments. Donc, la question de droit. La question, après la procédure, les arguments des parties, on a la question de droit. La question de droit, elle portait sur un élément de droit. La question de droit, elle portait sur le caractère prévisible au nom d'un mouvement de grève déclenché suite à des directives du gouvernement. Voilà la question du droit. Donc, la question de droit, est-ce qu'un mouvement de grève déclenché suite à une décision du gouvernement peut-il constituer un événement imprévisible? La réponse de la Cour de cassation. Si en fonction de cette réponse, quand on a la décision, la Cour de cassation nous dit oui, c'est un caractère imprévisible parce que la société EDF ne pourrait pas savoir que le gouvernement va édicter des mesures qui vont conduire à des grèves. La solution, rejet de la décision, rejet de la demande de cassation. Donc, lorsqu'on rejette, l'affaire s'arrête là. Si la décision c'était cassation, si la Cour de cassation nous a dit elle casse,
lorsqu'elle casse un annule, vous allez voir qu'elle va envoyer l'affaire encore à la cour d'appel pour statuer sur cette situation. Donc là, ce que vous allez faire, vous avez compris l'arrêt dans sa totalité, vous allez prendre une feuille, vous allez essayer d'écrire à partir de cet arrêt. Vous allez faire les faits, voilà un résumé de faits, la procédure, les arguments de partie, la question de droit, la réponse à la question de droit et la solution à la fin. Donc comme ça, vous pratiquez. Si avec la pratique, qu'on arrive à se former. Donc on ne peut pas se former. Celui qui veut apprendre la natation, il faut qu'il descende à la mer. Celui qui veut apprendre une langue, il faut qu'il parle cette langue pour l'apprendre. Donc c'est pareil en droit. Si je veux apprendre, je dois pratiquer, je dois écrire, je dois voir les cas pratiques et appliquer les règles de droit. Donc est-ce que cet arrêt pour vous c'est clair? Donc très bien. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Là, qu'est-ce qu'on a fait dans cet arrêt? Tout ce qu'on a fait, on a pris une question de droit qui se trouve, qu'on a étudiée dans le cours. Et dans cette question de droit qu'on a utilisée, qu'on a étudiée dans le cours, oui, Ousmane Barry, vous pouvez parler. Juste un instant. On l'a vu, un cas pratique, on l'a vu. Oui. J'entends rien, Ousmane. Monsieur, je voulais vous poser une question. En fait, est-ce que la société pourrait, par exemple, engager la responsabilité administrative du gouvernement pour... Très bien, merci. Je vais répondre à cette question. Donc, certes, ça, EDF, c'est une société qui appartenait à l'État. Mais le système juridique en France, le système juridique a fait que EDF elle travaille dans un domaine économique et qu'on peut l'assigner devant le tribunal. Donc, ce n'est pas une responsabilité administrative. Donc, pour le moment, la société EDF, c'est une société anonyme. Donc, on l'a fait entrer dans le domaine privé. Donc, et du coup, c'est une responsabilité civile. Et même si c'est une responsabilité administrative, c'est toujours on demande des réparations. Donc, c'est une responsabilité civile basée sur les règles de la responsabilité contractuelle. Il y avait un contrat entre les deux parties. L'objectif, c'est obtenir la réparation. Et même dans la responsabilité administrative, on peut obtenir réparation. On va utiliser les mêmes conditions. Sauf que dans la responsabilité administrative, on doit saisir le tribunal administratif et l'agent est considéré comme un agent administratif. Mais à partir du moment que cet agent travaille dans un domaine économique, et cet agent, pour le moment, c'est une société anonyme de droit privé, donc c'est les juridictions civiles qui sont compétentes et c'est une responsabilité civile qui s'applique. Mais ce n'est pas ça le très important. Le très important pour vous, c'est comprendre la responsabilité contractuelle, les conditions d'application, comment on l'applique. Et là, on a une difficulté par rapport au caractère prévisible d'exonération. Comment on peut les utiliser? Dans ce cas-là, chacun a ses arguments. On pourrait avoir un autre avocat qui pourrait être très puissant, qui pourrait présenter des arguments qui vont conduire à convaincre le juge pour dire que voilà, il s'agit d'un cas de prévisibilité ou non. Parce que comme je vous ai dit l'année dernière et on l'a dit au premier, le droit, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Donc, on a un pouvoir d'appréciation du juge, on a des règles qui s'appliquent et le juge regarde ces règles et applique selon son pouvoir d'appréciation pour donner une solution juste selon les règles du droit applicable. Donc voilà, on arrive à la fin de cette séance, de la deuxième séance de travaux dirigés. Le cours que vous avez, donc on va continuer le cours, la séance que vous aurez la séance prochaine, on va étudier titre 2, c'est-à-dire on va commencer à étudier la responsabilité civile délictuelle. Donc je vais pareil, vous aurez la séance comme d'habitude sur la plateforme et avec la séance, vous aurez des travaux dirigés, un arrêt et un cas pratique. Donc, vous allez les travailler et après, on va afficher aussi une autre séance pour faire des travaux dirigés, pour travailler ce cas pratique et cet arrêt
sur la responsabilité civile délictuelle. Donc, à partir de ce point-là, on va étudier la responsabilité civile délictuelle. On l'appelle aussi une responsabilité civile extra-contractuelle. Donc, extra-contractuelle, c'est-à-dire à l'extérieur du contrat. Il n'y a pas de contrat. C'est un principe général. Celui qui cause un dommage à autrui doit le réparer. Voilà. Donc, je vous remercie. On va se retrouver à la séance prochaine.